je vais traiter de l'islam en Afrique et particulièrement en Afrique subsaharienne francophone. Je vais m'appuyer pour cela sur deux sources. La première, qui sont les ouvrages que j'ai publiés sur l'islamisme et sur les migrations. Et je précise que la croisade islamiste a un sous-titre quand même qui s'appelle « Pour en finir avec les idées reçues ». Et d'autre part, je m'appuierai aussi sur mon expérience, puisque depuis 1987, je travaille à la fois en Afrique comme consultant international, mais aussi en France avec les diasporas africaines présentes en France dans le cadre du partenariat eurafricain. Donc mon intervention touchera particulièrement l'Afrique subsaharienne francophone, mais j'ouvrirai ça et là quelques fenêtres sur d'autres pays du continent africain pour donner une vue un peu plus générale d'un mouvement qui gagne actuellement toute l'Afrique. Compte tenu du temps qui m'est imparti, bien entendu, mon intervention sera très schématique et je me contenterai plutôt de baliser des pistes pour un état des lieux que de faire de véritables propositions. Il y a 25 ans, quand je suis arrivé comme consultant en Afrique, j'avais l'impression que l'islam africain, par rapport à l'islam maghrébin ou encore plus à l'islam wahhabite, apparaissait comme un islam assez cool, avec des interdits moraux qui étaient relativement peu respectés. On fumait dans la rue, on buvait beaucoup, on avait un certain nombre de partenaires extra-conjugales, même quand on pratiquait la polygamie, et les débats d'ordre idéologique ou théologique que j'avais avec mes collègues étaient empreints d'une tolérance très forte. La situation a quelque peu changé aujourd'hui. Une partie de l'islam africain apparaît parfois comme perméable à l'influence islamiste, comme le montrent les événements de Somalie, du Nigeria et à moindre degré du Mali, du Niger, de la Mauritanie ou de l'Érythrée. Je précise que je ne confonds pas, bien entendu, l'islam des musulmans et la petite frange d'islamistes. Je dirais simplement que par-delà les différences entre les wahhabistes, le salafisme, les frères musulmans ou autres, il y a 3 points communs à l'islamisme radical qu'on va retrouver un petit peu partout, qui sont la confusion du pouvoir religieux et du pouvoir politique, l'idée que l'islam doit être la première religion du monde et à la limite la seule, et le fait que dans les pays gouvernés par les musulmans, les islamistes souhaitent imposer d'une façon modérée ou parfois brutale la charia. Alors la première remarque que je ferai, elle est d'ordre quantitatif. Elle concerne en quelque sorte la progression dans toute l'Afrique de l'islam par rapport au christianisme et aux anciennes religions animistes. Selon le Pew Research Center, dont les statistiques malheureusement ne datent de 2009, il y aurait en Afrique 414 millions de musulmans sur 950, c'était les chiffres qu'ils avaient en 2009 et qui sont probablement un petit peu sous-estimés, ce qui veut dire que l'islam serait la première religion du continent africain. Et le Pew Research Center ajoute que dans 13 pays sur 34, la population musulmane dépasse ou frôle les 90%, et il cite l'Algérie, les Comores, Djibouti, l'Égypte, la Gambie, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Somalie et la Tunisie. On remarquera que dans cette liste, il y a à la fois les pays du Maghreb francophone et un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne francophone. Alors on peut contester, bien entendu, la méthodologie de ce groupe de recherche, d'abord parce que certains diront mais ce sont des Américains, et d'autres feront remarquer que cette projection n'est faite quand même qu'à partir de 38 000 entretiens en face à face
qui concerne 39 pays, ce qui est quand même une extrapolation. Ceci dit, cela représente une tendance lourde, et cette tendance lourde peut être confirmée par le fait que dans plusieurs pays qui étaient autrefois majoritairement de religion chrétienne, les musulmans sont aujourd'hui les plus nombreux, qu'il s'agisse de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de l'Érythrée, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau ou du Tchad, ou constituent de fortes minorités comme au Burkina Faso, en Éthiopie, au Cameroun, au Bénin ou au Togo, et parfois même quand ils sont de faibles minorités, sont assez remuantes, comme on l'a vu avec la Seleka en Centrafrique et comme on le voit dans certaines régions du Ghana, du Libéria et de la République démocratique du Congo. La seconde mutation n'est pas quantitative, mais qualitative, et marque une certaine progression de l'islam radical dans des couches de la population qui étaient autrefois peu touchées. L'islam radical, et ça a bien été souligné, a souvent prospéré dans des populations qui étaient précarisées, qui étaient en souffrance sociale, mais aujourd'hui, deux groupes sont assez tentés. D'un côté, l'ensemble de la jeunesse, et d'un autre côté aussi, et c'est plus étonnant, mais je l'ai vécu moi-même, un certain nombre de cadres et de représentants des couches évoluées de la société. Alors on peut analyser de façon différente cette radicalisation, même si elle ne touche qu'une minorité. Il y a d'abord, bien entendu, la persistance, et notamment en Afrique subsaharienne francophone, d'un sentiment anti-français qui a été alimenté par une vision manichéenne de l'histoire, avec un mélange entre esclavage, traite, colonialisme, néocolonialisme. Et il n'est qu'à regarder les manuels scolaires africains, et notamment les manuels scolaires de lecture ou les manuels d'histoire, pour voir par exemple que quand on parle de la traite, on ne connaît que la traite atlantique, alors que les travaux d'Olivier Pétré-Grenouillot ou de Malek Chebel, qui n'a pas hésité à intituler son ouvrage en 2007 « L'esclavage en terre d'islam », montrent qu'il y a aussi une traite arabo-islamique. En même temps, face à ces sentiments anti-français, on pourrait dire qu'il y a une victimisation qui a tendance à imputer le malheur présent aux exactions du passé. Et là, on retrouve une caractéristique d'une partie de la doxa africaine qui, d'un côté, tente à rechercher un bouc émissaire pour justifier en quelque sorte ses craintes et son mal-vivre, et d'un autre côté fait appel à un modèle transcendant qui donnerait une légitimité, une force et une sacralisation à une conception. Et ce qui est d'ailleurs indiqué par justement des spécialistes africains comme Axel Kabou ou comme Daniel Etunga Manguel qui disent il serait important que l'Afrique commence aussi son ajustement culturel. Bien sûr, ce ne sont pas les deux seules raisons, et je vais en lister rapidement quelques autres. La connexion existant aujourd'hui entre les groupes terroristes, les mafias de la drogue, dont l'Afrique de l'Ouest est devenue une plaque tournante, les filières de pirates et de passeurs qui génèrent des rentrées d'argent, et ces rentrées d'argent vont permettre de se procurer des armes, de renforcer l'audience de ces groupes et donc d'obtenir des otages et de renforcer à nouveau leur capital financier. Autre souci, l'irrédentisme de tribus nomades, notamment dans le nord du Sahel, qui ont toujours été en lutte contre le pouvoir central, qui se sont parfois alliés aux groupes islamistes en pensant que les groupes islamistes les aideraient à déstabiliser le pouvoir central et qui parfois, au contraire, ont été instrumentalisés par eux.
Troisièmement, et ça c'est très connu, la décrédibilisation d'une classe dirigeante africaine qui est divisée en clans, qui est gangrénée par la corruption, et où la petite bourgeoisie, qui est traditionnellement moteur d'ascension sociale, est faiblement représentée. Je lirais d'ailleurs ça parfois à la relative perte d'influence des confréries, même si les Mourides, les Tidianes et les Bous ont encore de l'influence, y compris politique, sur les décideurs, il y a parallèlement à la montée de l'islamisme radical une relative perte d'influence des confréries. J'ajouterai deux derniers points. Le financement par les États du Golfe, qui n'ont fait que prendre d'ailleurs le relais de la Libye ou du Soudan, de mosquées, d'associations et d'œuvres caritatives. Et enfin, et c'est plus psychologique, une sorte de recherche qu'on pourrait presque appeler eschatologique d'une nouvelle identité africaine qui se reconstruirait à partir d'un islam rénové qui allie la modernité technologique et le retour aux enseignements du prophète. Alors tout ceci est innervé par des succès visibles et qui sont largement médiatisés de l'islamisme dans toute l'Afrique et même bien au-delà de l'Afrique, ça ne fait que conforter ces tendances dans des populations dont certaines ont parfois tendance à être plutôt du côté de ceux qui gagnent que de ceux qui souffrent. C'est pourquoi ces mutations de l'islam peuvent représenter aujourd'hui une menace aussi bien pour les pouvoirs africains en place que pour les pays occidentaux qui accueillent nombre de migrants originaires de cette sous-région. Ça se voit en Afrique, ça se voit aussi, mais à une échelle beaucoup plus faible, dans les diasporas africaines avec lesquelles je suis en contact et où des petits ferments de radicalisme commencent à naître, ce qu'on ne voyait pas véritablement dans les années précédentes. On m'avait demandé d'intervenir pendant 15 minutes, j'en ai fait 14, il me reste 1 minute pour vous remercier de votre attention.